Alors, nous allons amorcer nos discussions de ce forum en posant la question générale qui est posée par le thème. Comment le français peut être la langue de cohésion sociale au Québec? Nous avons constitué pour ce faire un panel, initialement de 6 personnes. Il y a 5 personnes qui sont là ce soir et qui proviennent de milieux différents, qui ont des expériences différentes, des fois des positions politiques différentes aussi. Et c'est pas ça qui est le sujet du débat ce soir, mais on a donc invité des gens provenant de différents milieux pour répondre à cette question. Donc, d'essayer de faire le tour de ce principe de la langue française comme instrument de cohésion sociale dans notre société. On a un panel, mais le débat qu'on amorce à l'instant va aussi vous donner la parole. Une fois que j'aurai animé avec les membres du panel un premier échange, nous allons vous donner la parole à vos tables et les panélistes, contrairement à ce qu'on fait d'habitude, plutôt que de rester en avant pour répondre à vos questions, vont aller s'asseoir avec vous à vos tables. Et tout à l'heure, j'inviterai Jean-Sébastien Bouchard qui va animer cette seconde portion de nos échanges, qu'on appelle une conversation de café, vous expliquer le déroulement et le fonctionnement de cette partie du débat. Mais d'abord, donc, un premier échange avec 5 personnes. Donc, d'abord, Thomas Mulcair, qui est député fédéral d'Outremont, chef adjoint du Nouveau Parti démocratique, qui a aussi été ministre dans un gouvernement du Parti québécois il n'y a pas si longtemps. Oui. Est-ce que j'ai dit du Parti québécois? Excusez-moi, je voulais dire un gouvernement québécois. C'est drôle, on avait déjà invité Jack Layton comme conférencier, puis j'ai fait la même erreur. Bon. Je reprends. Alors, d'abord, M. Thomas Mulcair, qui est député fédéral d'Outremont et chef adjoint du NPD, et qui a déjà été membre d'un gouvernement québécois. M. Gérald Larose, bien entendu, ancien président de la CSN, aujourd'hui professeur à l'UQAM en travail social, mais bien entendu, président en 2000 et 2001 de la Commission des États généraux sur la situation et l'avenir de la langue française. Madame May Chu, qui est responsable du dossier des femmes immigrantes à la Fédération des femmes du Québec. Madame Marie-Thérèse Chicha, qui est professeure titulaire à l'École des relations industrielles de l'Université de Montréal. Et Madame Dominique Olivier, qui est directrice générale de l'Institut de coopération pour l'éducation des adultes. Monsieur Daniel Audet, vice-président du Conseil du patronat, devait être avec nous ce soir, mais pour des raisons de santé, il a dû s'absenter. Donc, je commence avec vous, chacun votre tour, je vous donne la parole. Un premier tour de table rapide, en vous demandant de répondre à cette question, en apparence toute simple. Comment le français peut-il être la langue de la cohésion sociale au Québec? Je commence avec vous, Dominique Olivier. Merci, Michel. Écoutez, d'abord, je ne peux pas passer sous silence mon étonnement quand Lionel m'a appelé pour me poser cette question-là. Dans une autre vie, Gérald Larose avait déjà dit de moi que j'étais une véritable enfant de la loi 101, et moi, j'avais interprété ça comme une personne qui était confiante dans sa langue, confiante dans le fait qu'au Québec, la vie se passait en français, et qui était en même temps curieuse dans sa quête, je dirais, d'autres langues, d'autres savoirs à mettre en place. Donc, pour moi, la question, est-ce que le français peut être la langue de la cohésion sociale, ça m'interpellait. Je me dis, peut-il y avoir une autre langue au Québec que le français comme langue de cohésion sociale? Puis, en réfléchissant un peu, comme c'est co-présidé par le Conseil de la langue française, co-organisé par le Conseil de la langue française, mon père, Émile Olivier, qui a été membre du Conseil de la langue française, avait dans un de ses écrits dit que de poser la question de la langue et de la cohésion sociale dans la même phrase, c'est forcément aller de plein fouet dans la question de l'identité, puisqu'on parle à la fois d'une éternelle redéfinition de la corrélation entre ce qu'il appelait la matrie, qu'il considérait être la langue, et la fratrie, qu'il disait être le consensus social. Donc, c'est très clair pour moi qu'à partir du moment où on parle de langue et de cohésion sociale, on ne peut pas ne pas parler d'identité. Et quand on parle d'identité, je suis et demeure malheureusement à jamais une fille de migrant, donc j'aborde toujours la question d'identité
avec ce passé en moi. Dans une ville à forte implantation de migrants comme Montréal, par exemple, on sent toujours une constante tension entre identité nationale et cosmopolitisme. Et cette tension-là, elle se manifeste par une cristallisation palpable entre l'identité dite des natifs, les Québécois de souche, et celle des autres. On pourrait penser qu'avec le temps, on a appris à maîtriser nos différences, par exemple, entre nos manières de table, ce qu'on mange, entre nos vêtements, entre notre façon d'habiter et de circuler dans l'univers, à un point tel que, parfois, certaines personnes ont tendance à dire que l'identité collective québécoise s'est constituée d'une mosaïque d'ethnicité. Et que, mais malgré tout, même si on a fait tous ces progrès-là, l'apprivoisement du pluralisme culturel, ça demeure un sujet qui vient hanter périodiquement notre scène politique et notre échiquier public. Et pour moi, c'est une question qui demeure fondamentalement moderne et dont on ne peut faire l'économie si on veut parler de langue et de culture. Parce que la langue a toujours servi tantôt de prétexte, tantôt d'illustration vivante de ce débat qui nous traverse au Québec. On vit maintenant dans une époque dite postmoderne, qui tend à vouloir faire éclater les identités nationales pour les remplacer par d'autres formes d'identité communautaire qui seraient basées sur l'émergence de nouveaux mouvements sociaux. C'est plus à la mode à l'heure actuelle de dire que la langue, c'est seulement l'origine, que l'identité, c'est seulement la langue et l'origine nationale. On cherche plutôt à créer quelque chose de neuf, qu'on dit qui se situe aux confins des concepts de nationalité, de citoyenneté, de civisme, de civilité. Et c'est avec ces nouveaux paramètres-là qu'on tente de redéfinir le vivre ensemble. Pourtant, la langue a toujours été et me semble être toujours au cœur du projet de refonte des identités éclatées, des identités plurielles qu'on a au Québec. Le Québec a, selon moi, tous les attributs d'une nation, gouvernement, Assemblée nationale, drapeau, culture, richesse, inventivité, rapport avec la nature, sans en être totalement une. Alors la langue devient à la fois l'emblème de cette quête inachevée et la cible sur laquelle on tire pour éviter son parachèvement. Mais sans langue commune, il me semble qu'on ne pourra jamais résoudre l'ensemble des logiques qui s'entrecroisent, s'entremêlent, se juxtaposent au Québec. Le ciment de la langue commune, pour moi, est le seul qui peut nous aider à résoudre ou à dissoudre ces questions. Ces questions, quelles sont-elles, selon moi? Et c'est amusant parce que je les ai vues traverser peut-être toutes les interventions qui m'ont précédé. C'est bien sûr la question de l'antériorité, autochtone, ancienne ascendance, nouveaux arrivants. La question de l'accueil, celle de l'immigrant qui cherche à exposer ses particularités par crainte de voir son identité se dissoudre, par crainte de devenir un autre qu'il ne reconnaîtrait plus, qui n'est plus celui qu'il a toujours été. Et comment est-ce qu'on l'accueille? Bien sûr, la question de la reproduction. Cette culture, on a une culture au Québec, plus ou moins ancienne selon l'endroit où on se place, et que la société cherche depuis plus de 250 ans à maintenir vivante, à dynamiser en lui assurant à la fois vitalité et pérennité. Et la dernière question qui nous traverse, c'est celle, bien sûr, de la transformation, parce que la vie nous force à dire que le temps de l'homogénéité est terminé. On est vraiment dans le temps du pluralisme et du métissage, et cela d'autant plus que nous sommes continuellement en face à des coups de butoir de la mondialisation. Alors, dans ce sens-là, est-ce qu'il se peut que la langue soit notre dernier rempart identitaire? Pour prendre sa place, et pourtant, on pourrait se poser la question, quel est le rapport du migrant non francophone avec la langue française? On nous a suggéré tout à l'heure une réponse un peu utilitariste. Pour moi, j'étais prise un peu je dirais, d'une envolée de lyrique lorsque j'ai réfléchi à la question, et j'ai dit, au fond, c'est quoi le rapport du migrant avec la langue? Quel devrait être le rapport du migrant non francophone avec la langue? Bien, pour moi, pour prendre sa place dans la société d'accueil, un univers étranger, le nouvel arrivant a besoin de repères. Il a surtout besoin de nommer les objets et les êtres qui l'entourent. Et comme le Québec est un espace de délibération où les différences règlent de façon pacifiste, où les citoyens trouvent le moyen d'assumer collectivement plusieurs espaces de liberté et d'expression, à ce moment-là, Québécois de naissance ou d'adoption, on partage tous la question que Fernand Dumont posait dans son récit de l'immigration en 1997. Qui sommes-nous comme collectivité? Ou comme on a voulu le dire plus loin, comment pouvons-nous être comme collectivité? Et pour moi, c'est dans le partage de la langue, un peu comme on a cette image de la vie qui émerge du néant. Bien, pour moi, la conscience collective québécoise, elle va prendre forme à partir
de notre propre chaos, à partir de ce ciment que peut être la langue. Et c'est en embrassant la langue qu'on arrive à la fois à l'enrichissement culturel qu'on a constaté et dont on nous a parlé tout à l'heure avec tous ces artistes, qu'on arrive aussi à continuer un peu plus loin nos véhicules de communication, qu'on arrive à participer à la délibération publique, qu'on arrive à travailler, qu'on arrive à être une langue des loisirs, une langue de convivialité, une langue de revendication, une langue de changement, bref, une véritable langue commune d'une vie collective, d'une vie publique. Alors pour moi, la langue, bien sûr, elle doit être à la fois notre nouvelle définition, la nouvelle expression de notre capacité à vivre ensemble. Merci, Madame Olivier. J'ai envie de vous poser tout de suite une question. Si la langue est le dernier rempart identitaire des Québécois, est-ce que ça pourrait, à ce moment-là, devenir un facteur de division plutôt que de cohésion? C'est-à-dire que des Québécois non francophones, par exemple, pouvant se sentir exclus de cette identité? Moi, j'ai toujours pensé que pour créer une identité forte au Québec, il fallait, et je sais là-dessus que je vais probablement apparaître plus radical que beaucoup de gens, je pense qu'il faut qu'on ait un fort tronc commun ensemble, qu'on peut construire ensemble. C'est pas d'imposer quelque chose qui existe déjà à l'ensemble des gens, mais une des choses qui m'a toujours un peu tarabustée, que j'ai jamais comprise au Québec, c'est l'existence de deux systèmes d'éducation. Et c'est pour ça, tout à l'heure, je disais, quand on parle d'être un enfant de la loi 101, on parle d'être un enfant confiant dans sa langue, hein? On parle d'être un enfant confiant dans sa société. Et pour moi, il me semble, comment est-ce qu'on peut construire une société cohésive quand les gens sont face à deux visions différentes du monde qu'ils habitent? Hein, on a un système anglophone qui présente l'histoire d'une certaine façon, on a un système francophone qui le présente d'une autre. Où va-t-on trouver ce lieu de cohésion? Tout à l'heure, on parlait d'écoles où des enfants peuvent exister. On donne toujours l'exemple de Saint-Pascal-Bellon dans Côte-des-Neiges, où coexistent 138 nationalités différentes et plus de Québécois de souche. Quelle vision, tous ces enfants qui ont le français comme langue commune, qui sont cohésifs, ce sont des francophones. Quelle vision ils ont du monde et du Québec? Alors, pour moi, c'est très clair qu'il faut que ça commence à l'école, il faut que ça commence, qu'on traduise, au fond, une espèce de vision qui peut être plurielle, on s'entend, de la société, mais que tout le monde commence avec les mêmes paramètres et comprendre la même société et comprendre qu'on vit dans la même société. Donc, oui, la langue pourrait, en ce sens-là, être un objet de division, mais moi, je préférerais le voir comme le socle, le ciment de ce qui veut nous habiter pour l'avenir. Je vais poursuivre avec vous, Madame Chou. Alors, je vous pose à vous, à votre tour, la question. Comment la langue française peut-elle être un instrument de cohésion sociale au Québec? En fait, je pense que ça devrait être la langue chinoise. Je blague. Tout d'abord, moi, j'ai travaillé dans un organisme d'intégration des nouveaux arrivants pour 5 ans de la communauté chinoise. Et selon mon expérience, je pense qu'il manque beaucoup le contexte historique, la présentation de la loi 101, l'historique de la loi 101 aux nouveaux arrivants, parce que c'est normal que personne veut être obligé de faire quelque chose sans explication. Et ça, c'est une grande lacune que nous avons au niveau des étapes d'accueil. Et j'ai trouvé personnellement que quand j'ai pris le temps d'expliquer aux gens pourquoi la loi 101 existe, pourquoi ils sont obligés d'envoyer leurs enfants à l'école française, les gens sont beaucoup plus ouverts, beaucoup plus accueillants. Donc, je pense que ça, c'est la première chose. Deuxièmement, je pense que la lutte pour la promotion de la langue française comme un moteur de cohésion sociale ne peut pas être dissocié de la lutte contre la discrimination et le racisme. Je vous explique pourquoi. Dans la communauté chinoise, nous sommes des gens qui ne sont pas français avant notre arrivée ici. Et bien sûr, une des motivations qu'on donne aux gens pour apprendre le français est que c'est par le français que vous allez intégrer, puis l'intégration, une étape fondamentale d'intégration est par emploi.
je pense que le professeur Chicha va développer beaucoup plus cet aspect. Mais, OK, donc les gens apprennent le français, mais ensuite, selon les statistiques que nous voyons, en fait, les employeurs qu'ils appellent chez nous pour trouver les Chinois, eux, ils nous disent que, oh, mais nous aimons engager les Chinois parce qu'ils ne font pas de plaintes, ils ne se plaignent pas. Alors, autrement dit, on est facile à exploiter. Non, c'est vrai. On ne se plaint pas. On va accepter les piles de travail pour le salaire minimum qui est vraiment exploitatif. Mais aussi, quand on regarde les statistiques qui ont sorti récemment, par exemple, dans la communauté arabe, maghrébienne, le taux de chômage est 33%. Dans les communautés haïtiennes, c'est une autre communauté vulnérable au chômage. Donc, c'est pas suffisant de maîtriser le français, mais il faut avoir la bonne couleur de la peau. Et suite à tout ce qui est sorti depuis la commission Bouchard-Taylor, maintenant, il faut avoir la bonne religion qui n'impose pas des portes de vêtements religieux, alors qui n'a pas de code vestiaire. Oui, donc ça veut dire que quand les gens font face à cette situation-là, on devient cynique. Au niveau, pourquoi est-ce qu'il faut apprendre le français? La discrimination incite à bouder la langue française parce qu'on a l'impression le peuple de langue française qui nous accueille, mais nous accueille mal. Oui. C'est ce que vous voulez dire? Oui, autrement dit. Oui. Donc, une condition pour que la langue française soit un facteur de cohésion, c'est que les francophones combattent la discrimination dont les immigrants sont victimes. Oui, la lutte est inséparable. Inséparable, je m'excuse. Moi, j'avais une troisième raison, mais très vite, parce que cette semaine, dans les journaux, on a lu comment les immigrants et la mondialisation sont les raisons pour le plafond de la langue française. Bien sûr, je n'aime pas blâmer les immigrants. En fait, ça, c'est un peu typique. On est habitué que quand il y a des problèmes, crises économiques, on blâme les immigrants. Mais je trouvais que l'identification de la mondialisation comme un frein à la langue française était très intéressant parce que moi, je m'identifie comme un intermondialiste et je pense que peut-être ça pourrait être un sujet de nos forums de INM, comment le français. Et moi, je suis d'accord avec Dominique que avec le français fait une partie intégrale de la question sur l'identité nationale. Et pour moi, comme souverainiste, je trouve tout cela très, très lié. Et je pense que la réponse dans le défi de faire face à la mondialisation se trouve dans ce débat-là. Donc, il y a des immigrants qui pourraient se solidariser du combat en faveur de la langue française, vouloir partager cette langue parce que ça devient une façon de faire face à la mondialisation. Au défi de la mondialisation. Je vais continuer avec vous, M. Mulcair. Vous êtes un juriste et on vient d'aborder la question de la loi 101. Vous avez aussi été au gouvernement. Je ne ferai pas la même erreur deux fois. Et vous êtes vous-même un anglophone, ayant grandi au Québec, oui, dans une famille mixte, si je ne m'abuse. Donc, quelle est votre réponse à cette question sur la langue et la cohésion sociale? Bien, avec votre indulgence, justement, je vais brasser un petit tableau sur le fait que le dossier linguistique me suit, ou je suis le dossier linguistique depuis de nombreuses années. Vous l'avez évoqué, du côté de ma maman, mon arrière-grand-père était Honoré Mercier, et mon père, comme beaucoup d'immigrants irlandais, alors pas lui-même, son grand-père, sont arrivés avec les famines des années 1800. Donc, l'intérêt là-dedans, c'est que du côté social, justement, pour rester avec le bon terme, ce sont les immigrants irlandais qui étaient les pauvres, mais il y avait beaucoup de choses qui unissaient les Irlandais et les Québécois francophones, notamment dans beaucoup de cas des racines rurales, mais surtout la religion et la résistance aux Anglais. Alors, ça fait qu'aujourd'hui, il y a 40% des Québécois, d'après les ethnologues, qui auraient une partie de leurs racines du côté irlandais. Puis quand je dis que le dossier me suit,
même dans notre famille, parce que moi, je suis né dans les années 50, je viens d'une famille de 10 enfants. Parmi mes 9 frères et sœurs, tous ceux qui sont nés dans les années 50, et j'en fais partie, nous, on a tous fait toutes nos études en anglais. Ceux qui sont nés aux années 60 et 70, ma mère a fait sa révolte à un moment donné et elle a imposé que dorénavant, les enfants feraient leurs études de primaire en français. Mais la blague familiale, c'est que parmi ceux qui ont étudié en anglais, on est presque tous restés au Québec. Parmi tous ceux qui ont étudié en français, ils sont presque tous partis. Donc, la blague familiale, c'est qu'ils ont appris quelque chose que moi, je ne sais pas. Et moi, je suis encore là. Mais je vois mon ami et collègue de longue date, Pierre Georgeot, dans le public ce soir. Moi, j'ai travaillé pendant plusieurs années au Conseil de la langue française. Donc, il faut croire que quand j'y étais, c'était le Conseil inférieur, parce qu'il n'y avait pas le mot supérieur là-dedans. Mais j'avais été embauché en 78 en quittant l'Université McGill. C'était tout de suite après l'arrivée du Parti québécois. On était en plein bouleversement. Ma femme, Catherine, qui était ici avec moi ce soir, est française, comme on dirait, de France. Alors, moi, il fallait que j'apprenne mon français pour pouvoir travailler ici. Donc, je suis devenu vite l'anglophone de service au ministère de la Justice du Québec. Une petite aparté, même si on calcule entre... Pierre vous donnerait le meilleur chiffre à jour, mais environ 10% le nombre d'anglophones au Québec. Il y avait seulement 0,4% de participation d'anglophones. C'est historique, mais c'était intéressant. Pour moi, c'était une occasion extraordinaire. Premier mandat du gouvernement péquiste. Ensuite, je suis allé au Conseil de la langue française. Ensuite, chez Alliance Québec. Ensuite, j'étais nommé